Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des deux sorties Canon, le V1 et puis le R50V. Alors, deux boîtiers essentiellement destinés aux créateurs de contenu, même si c'est un terme un peu, je sais pas, galvaudé, créateur de contenu, ça veut dire que quand on est beaucoup plus photo que vidéo, on n'est pas trop créateur de contenu. Bon bref, allez, passons. Le V1 d'abord. Le V1 c'est l'héritier de la gamme GX chez Canon. Moi personnellement j'ai eu le G7X, le premier. Là le dernier opus c'était le G7X Mark III. C'était un appareil absolument génial ce G7X. Moi je l'avais acheté il y a 10 ans, en 2015, donc voilà, quand il est sorti en gros. Et non pas qu'il remplaçait mon boîtier principal, mais par contre à l'époque les smartphones étaient quand même moins performants que maintenant, nettement, même en photo et en vidéo. Et vous partiez avec ce petit objectif, ce petit boîtier vraiment là, très léger et très compact à la ceinture, et vous photographiez à peu près tout et n'importe quoi. Vous faisiez même un peu de la vidéo tranquille, parce que je crois que le premier il était même limité à la 720p si je dis pas de bêtises. Bref, le dernier opus avait bien la 4K, bien entendu. En quoi il est génial ce boîtier, c'est qu'il avait un objectif équivalent 24-100 mm, donc c'est sur un petit compact, c'est déjà pas rien, 24-100 mm, mais surtout l'ouverture 1.8-2.8, de 8 à 100 mm, énorme, énorme ce petit compact de Canon, vraiment. Et moi je sais que j'avais fait des beaux portraits contre toute attente avec ce boîtier. Sachant que ce boîtier, cet appareil photo, sachant qu'il a bien sûr il avait un capteur 1 pouce. Alors le capteur 1 pouce, on commence à le trouver dans certains smartphones aujourd'hui, c'est dire les progrès, mais ça fait des smartphones qui sont loin d'être compacts. Là on perd l'aspect très portable du smartphone finalement, parce qu'on n'a rien sans rien, évidemment tout ça n'est pas magique. En revanche, sur un boîtier, le capteur 1 pouce, ça permet de faire quelque chose de compact et de mettre un zoom de qualité devant et bien ouvert. Voilà, tout ça pour faire la transition avec le nouveau Canon V1, qui est donc l'héritier. Alors lui, il a changé complètement l'objectif et le capteur. Puisque le but c'est de se démarquer des smartphones et justement d'attirer les utilisateurs de smartphones vers des vrais boîtiers. Ce qui est une démarche de plus en plus à la mode, qu'a initié déjà Sony avec sa gamme ZV depuis un moment. Et c'est vrai, ou Fuji avec son XM5, bien sûr, qui est d'ailleurs introuvable à l'heure où on se parle. Et c'est vrai que moi je le vois assez dans mon entourage. Il y a plutôt chez les jeunes générations, mais voilà, ils commencent un petit peu à comprendre que ils arrivent aux limites assez rapidement de leur smartphone. Ceux qui sont un petit peu créatifs en photo ou en vidéo, ils butent assez vite sur les limites du smartphone, et là ils se disent quand même finalement un boîtier qui vaut justement pas plus cher qu'un smartphone haut de gamme, certes, mais quand même. Et donc petit à petit l'idée s'instille que on fait mieux avec des vrais outils. Et donc du coup c'est le boîtier qui est censé faire la transition par rapport au smartphone, donc forcément il fallait être supérieur au plus grand capteur qu'il peut y avoir dans certains smartphones, donc plus grand qu'1 pouce, et donc Canon a choisi un capteur de 1,4 pouces. Donc 1,4 pouces, en gros, c'est quasiment la surface, parce que c'est pas les dimensions, mais c'est la même surface à peu près que le micro 4 tiers. Donc c'est quand même pas mal, parce que le micro 4 tiers, ça commence à être sérieux comme format, c'est plus sérieux que le smartphone en tout cas. Et donc du coup, voilà, et c'est bien. D'un autre côté, et comme c'est pas magique, encore une fois, ils ont été obligés de changer un peu l'objectif. Donc ils ont choisi plutôt de réduire la plage focale, parce que comme on va le voir, c'est la tendance actuelle. C'est plus un boîtier à tendance vidéo finalement que photo, et donc
ils ont descendu la plage focale. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, on a plus besoin du très grand angle que du 100 mm, quoi, globalement. Et donc, ils ont mis un équivalent 16-50 au lieu du 24-100 qu'il y avait avant. On en pense qu'on veut, hein, c'est comme ça. Ce qui est un peu plus dommageable, c'est que l'ouverture aussi a pris un petit coup. Hein. Et quand vous êtes à 50 mm, au revoir le f2.8 à 100 mm qu'on avait sur le capteur 1 pouce, on est à 4,5. Et oui. Donc si vous l'utilisez en photo, vous ferez de bien meilleurs flous d'arrière-plan avec son prédécesseur, le G7X Mark III, avec capteur 1 pouce mais avec un équivalent 100 mm à f2.8 qu'avec cet équivalent 50 mm à f4.5. Hein, là, il faut être cohérent. Maintenant, si vous faites beaucoup de vidéos, notamment de vlogs, etc., avoir plus grand angle que 24 mm, c'est bien aussi, évidemment. Hein, donc, voilà. Ensuite, justement, hein, il a surtout des capacités vidéo qui n'ont rien à voir même avec son prédécesseur, le G7X, et encore moins avec les G7X précédents, le Mark II et le Mark I. Là, on a vraiment des capacités vidéo à la page. Sur un capteur 1,4 pouces, alors c'est bien, mais comme on va le voir, parce que je vais faire la transition après, c'est pas non plus quand même l'équivalent d'un capteur APS-C et encore assez loin d'un capteur plein format. Voilà, donc un bon petit compact si on veut, parce que là, voilà, il y a aussi ça. Autant la gamme G7X était ultra compacte et ça c'était un vrai plaisir. Hein. J'ai parlé dans ma vidéo précédente du GFX 100RF de Fuji ou même du X106, qui sont des appareils qui sont supposés compacts, mais qu'on va jamais aller mettre dans une poche de manteau. Encore le X106 peut-être, mais c'est un peu abusé. Par contre, la gamme G7X de Canon, on la mettait, mais alors oui, sans problème, dans une poche de manteau, même de veste, ou un tout petit étui à la ceinture, et c'est vraiment une série géniale. Là, c'est un peu moins le cas quand même. Ben oui, plus le capteur est grand, moins on est compact globalement. Hein. C'est comme ça. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. N'empêche que ça reste quand même relativement compact. Et puis après, bon, il y a le prix, 1000 €. Ouais, c'est pas donné. Maintenant, si on veut faire mieux qu'un smartphone avec un objectif équivalent 16-50, malgré une ouverture modeste à 50, ouais, c'est le prix hein, à payer, je pense, avec des bonnes capacités vidéo derrière, hein, du 4.2 10 bits, de la 4K 60. Bon, voilà, je pense qu'une stabilisation aussi. Donc c'est bien, c'est bien. Alors, ce qui est, je pense, mieux pour le coup, c'est le Canon R50V. Alors, il est mieux pour tout, sauf pour le fait qu'il n'a pas de stabilisation. Le R50V, vous le savez sans doute, il est basé sur le R50 de Canon, auquel on a enlevé le viseur, on a enlevé la roue PASM, on a mis un boîtier un peu plus large qui dissipe mieux la chaleur pour les tournages vidéo, et on a mis une ergonomie totalement tournée vers la vidéo et des fonctionnalités vidéo que n'a pas le R50, comme notamment le 4.2 10 bits sans être obligé de tourner en log. Hein. De toute façon, le R50, il n'a pas de log du tout. Donc voilà, là on peut tourner en 4.2 10 bits en C-Log 3. Alors bon, le C-Log 3 de Canon, c'est pas le log de folie du tout. Hein. Pour le coup, bon, c'est toujours un peu mieux que de ne pas tourner en log, mais c'est loin d'être le C-Log 2 qui malheureusement Canon ne met dans les hybrides pour l'instant que dans le Canon R5 II. Mais voilà, ça reste quand même plus complet qu'un R50 en vidéo. On a surtout accès à la 4K 50-60, moyennant un crop, mais le R50 il n'en a pas du tout de 4K 50-60. Donc voilà, pour celui qui veut un boîtier plus tourné vers la vidéo, mais sérieux, c'est-à-dire avec un capteur APS-C, c'est-à-dire que là par rapport justement au V1,
En en basse lumière notamment et en dynamique en général, on est quand même un cran au-dessus hein, du capteur 1,4 pouces, pardon. Donc c'est à voir, mais c'est à voir en même temps, il coûte moins cher sans objectif, hein, évidemment, mais il est bien placé en prix, hein, à 759 € finalement, ce R50V. Et si on lui met l'objectif qu'a sorti Canon, le Power Zoom qu'a sorti Canon pour ce boîtier, on est exactement au même prix, c'est-à-dire à 1000 € que le V1. Ah bah là, à choisir, franchement, vous êtes créateur de contenu, vous arrivez du smartphone, prenez le R50V au même prix, avec le zoom qui est pas non plus super ouvert, mais bon, c'est pas grave. L'avantage du R50V, bien sûr, c'est que vous pouvez changer les objectifs. Et quand vous allez évoluer, que vous allez vouloir mettre autre chose dessus, vous allez vous faire vraiment plaisir, là où avec le V1, vous allez être bloqué à demeure avec cet objectif. Sur un R50V, vous voulez mettre plus grand angle, mais surtout plus ouvert, vous prenez le 10-18 f2.8 de Sigma, voilà, hein, c'est génial. Vous voulez cadrer plus serré, par exemple avec un équivalent 50 mm et faire du beau flou d'arrière-plan, regardez, vous prenez ça. Ça, c'est le 50 mm 1.8 de Canon, ça coûte 200 € neuf et moins en occasion, hein, RF, hein, qui s'adapte parfaitement sur un R50V. Et vous avez un super flou d'arrière-plan, voilà, que vous n'aurez jamais avec un V1. Hein. Et puis, je sais pas, vous avez envie de mettre plutôt un téléobjectif. Alors, en vidéo, ça peut arriver, mais en photo aussi, parce que n'oublions pas que malgré tout, il a des bonnes capacités photo, le R50V aussi. Hein. Le V1 aussi, j'en ai pas parlé, mais le R50V, c'est encore une fois un capteur APS-C qui va permettre quand même, malgré tout, d'avoir des beaux flous d'arrière-plan, une belle dynamique, plus que le capteur 1,4 pouces. Et surtout, donc, vous pouvez accéder à des téléobjectifs hein, et l'utiliser en photo. Alors, vous n'avez pas de viseur, mais vous avez l'écran quand même. Et on y arrive, hein, à part des fois en plein soleil où c'est un peu difficile. Voilà. N'oublions pas que c'est un Canon et que au niveau autofocus, vous êtes serein, j'allais dire plus que serein. Vous avez quasiment le meilleur autofocus du marché. Je dis quasiment parce que des fois, ça se discute avec Sony, surtout en vidéo. Hein, où l'autofocus Sony est vraiment très bon aussi, mais vous êtes à l'abri, contrairement à Fuji par exemple, hein, d'éventuels pompages en vidéo, notamment, même en photo, vous avez un autofocus plus performant par exemple que chez Nikon. Je pense que après Canon, ils ont pensé à un truc qui est, je trouve, c'est astucieux, c'est malin. Ils ont mis un pas de vis sur le côté. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais les vidéastes qui veulent sortir des vidéos verticales, hein, on le sait hein, pour certains réseaux sociaux, il faut orienter son boîtier verticalement ou recadrer verticalement sur une vidéo horizontale. Et là, c'est malin parce que là, vous le mettez tout de suite en position verticale, votre écran, il passe en cadrage vertical, donc c'est du 3,5, hein, donc c'est mieux par exemple que du micro 4 tiers, hein, au niveau verticalité, je veux dire. Voilà. Et puis, les menus surtout passent en mode vertical aussi, enfin tout s'adapte. Et c'est super parce que vous tournez une vidéo verticale de très bonne qualité, là donc en 4K, hein, y compris en 4K 60, en format vertical. Alors comment on fait quand on n'a pas ce pas de vis sur le côté? Il faut cropper dans la vidéo horizontale, ou alors vous mettez votre boîtier vertical comme vous pouvez. Il y a certains gimbals maintenant qui permettent de le faire. Mais bon, c'est beaucoup moins satisfaisant hein, que le pas de vis comme ça sur le côté. Et sinon, comment on fait? Il faut avoir ce qu'on appelle l'open gate au minimum en 6K. C'est-à-dire quand vous avez l'open gate, c'est-à-dire que vous filmez sur l'intégralité du capteur et pas sur une bande de 16/9 comme la 4K classique ou même la 8K. Voilà, vous recadrez verticalement
sur du OpenGate au moins en 6K, vous avez une vidéo verticale qui va rester en 4K. Mais c'est des fonctionnalités que n'ont pas tous les boîtiers, hein, loin s'en faut d'ailleurs. Et l'exemple que j'ai moi sous les yeux, c'est le R5 II qui est en train de me filmer actuellement, n'a pas de format OpenGate, hein, en vidéo 6K. Alors par contre, il a de la 8K. Et alors là, vous recropez verticalement de la 8K, même tourné en 16/9, vous allez garder une vidéo de très bonne qualité. Mais bon, c'est carrément too much, quoi, parce que la 8K, ça implique aussi des limites de temps d'enregistrement assez drastiques, une taille de fichier gigantesque sur les cartes, que l'OpenGate, certes, c'est aussi costaud, mais quand même, c'est moins, hein, en taille de fichier et tout que la 8K. Et donc voilà, c'est l'autre façon de tourner des vidéos verticales. C'est plus polyvalent parce que vous gardez votre vidéo horizontale et vous croppez dedans si vous avez besoin, hein, pour faire un short sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez tourner rapidement une petite vidéo très courte en verticale sans forcément tourner une vidéo horizontale avant, et bien là, le fait d'avoir le pas de vis sur le côté, c'est absolument parfait et c'est très malin de la part de Canon. Voilà, donc je trouve que ça fait un bon ensemble à un prix tout à fait acceptable, hein, à 759 €. Après, vous mettez l'objectif que vous voulez dessus, soit vous prenez celui du kit qui a l'avantage d'être motorisé, c'est-à-dire que vous pouvez faire du zoom sans à-coup, hein, en vidéo, c'est primordial évidemment, ce que vous ne ferez pas avec les autres objectifs, mais par contre vous avez accès à des objectifs avec une ouverture, une très grande ouverture, notamment la gamme Sigma 1.4 dédiée à la PSC qui va évidemment comme un gant à ce R50V. Voilà, merci pour votre attention et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours important pour une chaîne YouTube. Merci et à bientôt, au revoir.